Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Demain à la Une et nous allons commencer par un petit rappel des titres. Les grandes puissances de ce monde se rencontrent pour un G7 au Japon avec la croissance en tête de l'ordre du jour. L'écologie sera aussi parmi les sujets débattus. Et pour finir, du sport avec la finale de la Ligue des Champions, une affiche 100% madrilène, le Real Madrid qui croise le fer avec l'Atlético Madrid au Stadio San Siro de Milan. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc pour cette deuxième partie notre spécialiste tout d'abord de l'économie, Stéphanie Antoine. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et nous avons aussi notre spécialiste sport, Florent Renaud. Bonjour Florent. Bonjour Aziza. Très bien, nous allons donc commencer tout d'abord par de l'économie et on commence donc avec vous Stéphanie. C'est au Japon que se tiendra effectivement le sommet du G7 la semaine prochaine. Argent, réchauffement climatique, tout y est ou à peu près. Avant la rencontre des chefs d'État, ce sont les ministres des Finances du G7 Stéphanie qui se rencontrent. Ils ont eu à l'ordre du jour donc, de leur discussion, je cite, la revitalisation de l'économie mondiale. De quoi s'agit-il? Alors, le G7 Finances, c'est samedi, dimanche. Les ministres des Finances, vous avez également la patronne du FMI, le patron de la Banque mondiale et les grands banquiers centraux de la planète. Alors, revitalisation de l'économie mondiale, en fait, c'est un thème récurrent au sein du G7, au sein du G20 aussi, le G7 étant les 7 pays les plus puissants de la planète et on a rajouté les pays émergents. Et en fait, c'est un thème qui revient très souvent depuis la crise de 2008. D'ailleurs, c'est intéressant de se souvenir qu'en 2008, juste après la faillite du Lehman Brothers, le G7 avait eu lieu à Tokyo, vous voyez. Donc, entre-temps, il y a eu 6 années et bon, la crise, malgré tout, n'est plus là comme elle était en 2008, mais aujourd'hui, il y a des risques. Et c'est ce que ça veut dire, cette revitalisation de l'économie mondiale. C'est comment fait-on alors que la Chine ralentit? Comment fait-on alors que les pays émergents, effectivement, en l'occurrence la Russie, se prend une chute du prix du pétrole? Comment fait-on alors qu'en Europe, on en est entre 1 et 2% de croissance? C'est-à-dire qu'il y a une reprise, mais bon, elle est pas totale, elle est timide. Oui. Comment fait-on avec les États-Unis qui effectivement eux affichent un taux de croissance plutôt correct, mais finalement sur le marché de l'emploi, on se rend compte que c'est un peu décevant. Donc est-ce qu'on peut agir ensemble? C'est un peu ça la logique du G7 ou celle du G20 pour justement booster un peu cette croissance. Alors là, les instruments, évidemment, il y a des accords profonds entre, par exemple, le Japon et la France qui sont, je dirais, plus favorables à l'instrument budgétaire, donc à faire de la dépense publique, et puis les Allemands qui eux sont très orthodoxes et qui parlent de réformes structurelles, donc qui eux sont totalement opposés justement à ce qu'on fasse une politique accommodante budgétaire. Qu'est-ce qu'on peut dire du choix du Japon pour accueillir cette rencontre? Écoutez, en fait, ça tourne, ça a été créé en 1976, le G7, donc pour revenir aux différents pays, il y a les États-Unis, le Japon, le Canada, la France, l'Allemagne et l'Italie, et ça tourne, ça a commencé par les États-Unis, donc comme je vous ai dit, c'était au Japon en 2008. Voilà, il y a 6 ans. Donc, tous les ans, c'est un pays différent. Et ça amènera d'ailleurs cette année Barack Obama à Hiroshima. Il va pas passer par là. Bien sûr qu'il va en profiter pour justement... Ce qui était une grande première historique pour un président américain, effectivement. Alors, il sera question de croissance, comme je le disais en titre. Le président français rappelait dernièrement, lui, que la croissance est repartie en Europe. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, c'est le cas. En fait, c'est vrai que si vous regardez les chiffres, c'est à peu près 1,5%, 1,6% de taux de croissance dans la zone euro. En France, on est plutôt à 1,3%. Là, je vous parle pour 2015. Et les prévisions pour la France 2016, ça serait plutôt 1,5%. Donc ça repart. Il y a clairement une division quand même entre l'Europe du Nord qui repart vraiment beaucoup mieux, dont les taux de croissance sont plus forts, avec forte création d'emplois, et l'Europe du Sud, où là, effectivement, vous continuez à avoir beaucoup de chômage, malgré donc une reprise que l'on voit, la France se trouvant vraiment au milieu. D'accord. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a lui estimé ces derniers jours que le G7 devrait donner lieu à un message clair de soutien à l'économie mondiale à travers des règles budgétaires flexibles. C'est quoi des règles budgétaires flexibles? Des règles budgétaires flexibles, ça veut dire qu'on peut faire de la dépense publique et on peut baisser les impôts. C'est ça, en fait, la flexibilité budgétaire. Alors évidemment, ça s'oppose à l'orthodoxie budgétaire allemande, parce qu'il faut voir que là, au sein du G7, vous avez vraiment des divisions. Shinzo Abe, lui, a mis en place les Abenomics il y a 3 ans, où justement on fait une politique très accommodante monétaire, budgétaire. La France est aussi assez partisane d'une augmentation plutôt de l'instrument budgétaire, des dépenses publiques. L'Allemagne y est fortement opposée. Mais elle dit que finalement, elle a fait des efforts parce qu'avec la politique des migrants, du coup, ça lui a obligé à faire dans la dépense publique. Donc Angela Merkel dit, nous, finalement, on a déjà fait notre dépense publique, on a déjà donné notre part. Alors que, par exemple, si vous prenez Christine Lagarde, la patronne du FMI, elle dit, l'Allemagne ne va pas assez loin dans cette flexibilité budgétaire. Elle devrait justement faire en sorte qu'il y ait une augmentation des salaires ou même augmenter l'investissement pour justement booster un peu plus sa croissance et être un peu plus encore la locomotive de l'Europe. Parce que pour l'instant, les Allemands ne souhaitent pas.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Stéphanie. Nous allons finir avec vous, Florent, avec du sport, une affiche madrilène, très attendue, encore. Donc c'est une finale de la Ligue des Champions, ça sera donc le 28 mai. Le Real Madrid, l'Atlético Madrid à Milan. Pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire des prestations des deux clubs avant d'arriver à cette finale? Ce sont des parcours diamétralement opposés, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, le Real Madrid avait le PSG dans sa poule. On sait que le PSG est un des prétendants chaque année, depuis 3-4 ans maintenant, à la Ligue des Champions, la victoire finale en Ligue des Champions. De son côté, l'Atlético Madrid a eu que des petits clubs, Galatasaray, Benfica, ce ne sont pas des cadors européens. Le Real Madrid qui s'est donc défait du PSG en phase de poule et qui a eu en huitième de finale l'AS Roma, qui n'est donc pas un cadre européen, il était troisième de son championnat, c'est une équipe qui a été troisième. Wolfsburg en Allemagne, pareil, troisième de son championnat. Et Manchester City qui est actuellement cinquième de son championnat. Donc vous voyez que pas très très dur. Voilà, le parcours du Real Madrid finalement, arrivé en finale, c'est plutôt logique vu les adversaires que le Real Madrid a eu. On parlera bien évidemment de l'arrivée de Zinedine Zidane en plein milieu d'année, qui a évidemment changé la donne pour les Madrilènes du Real. Côté Atlético, je vous l'ai dit, le groupe a été plus facile. Mais derrière, le FC Barcelone en quart de finale et le Bayern surtout en demi-finale, qui sont tout simplement bien les deux prétendants chaque année avec le Real Madrid à la victoire finale en Ligue des Champions. Un homme a joué un rôle très important, vous savez, dans cette qualification. C'est Antoine Griezmann, le Français de 25 ans, qui s'est révélé cette année sur le plan européen. 2 buts contre le FC Barcelone, 1 but face au Bayern Munich qui envoie son équipe en finale. Donc voilà, une qualification moins logique pour l'Atlético Madrid qui a dû lutter sur le terrain pour l'obtenir. Mais en tout cas, cette finale, on dit peut-être lance sur le football espagnol de manière générale. Alors c'est un constat assez limpide depuis 3 ans. Toutes les Coupes d'Europe sont tombées dans l'escarcelle des clubs espagnols. Les 3 dernières Ligue Europa sont tombées dans l'escarcelle du FC Séville. Sa victoire remonte à mercredi dernier face à Liverpool. En 2014, c'est le Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions. En 2015, c'est le Barcelone. Et en 2016, ce sera soit le Real, soit l'Atlético. Donc une domination sans partage du football espagnol sur le continent européen. Voilà. En tout cas. Alors, Sergio Ramos a déclaré après le match face à la Corogne, après le match de Milan face à l'Atlético Madrid, on sortira soit par la grande porte, soit par l'infirmerie. C'est quand même pas mal. L'équipe de Zidane ressent effectivement beaucoup de pression aujourd'hui. Jouer contre le rival de l'Atlético, c'est toujours évidemment une pression importante pour ce club. Pourquoi ces propos de Sergio Ramos? Eh bien, voilà, tout d'abord, c'est un derby. Et deuxièmement, ça fait référence au style de jeu de l'Atlético Madrid. Vous savez, c'est un jeu rugueux, basé sur les duels, la combativité, l'agressivité, parfois même à la limite avec des coups qui n'ont pas toujours reçu des cartons rouges. C'est une opposition de style, bien sûr, entre ces deux équipes. Une équipe qui joue plus au football, on pense au Real Madrid avec un jeu plus léché, fait de passes, avec un jeu évidemment plus défensif côté Atlético et qui correspond bien à l'entraîneur Diego Simeone, vous savez, l'Argentin, qui jouait d'ailleurs dans ce club de l'Atlético quand il était joueur. Zidane en face a joué aussi pour le Real Madrid et véritablement l'équipe a son ADN de joueur, c'est-à-dire très agressif, très combatif sur le terrain. Alors, vous parlez de Zidane. Il est arrivé effectivement dernièrement à la tête du Real. 4 janvier. Est-ce que le fait de qualifier son équipe à cette finale-là veut dire qu'il a remporté son pari? Alors, je vous l'ai dit, c'était une qualification plutôt pas très difficile. Voilà, logique, mais il fallait encore gagner les matchs, donc c'est plutôt une bonne chose. La chose à noter sur Zinedine Zidane, eh bien, c'est son arrivée en Liga. Quand il est arrivé, il avait 12 points de retard sur le FC Barcelone. La semaine dernière, le championnat s'est terminé et il n'a perdu que d'un seul petit point. Donc, on peut estimer qu'il a fait une belle remontée. Il a été élu d'ailleurs hier entraîneur du mois d'avril en Liga avec 6 matchs et 6 victoires. Donc on constate que Zinedine Zidane prend un peu d'épaisseur dans son rôle d'entraîneur. Mais je pense qu'il a réussi son pari. Il va bien sûr falloir attendre la finale. Oui, alors justement, avant, il était attendu un peu au tournant en arrivant à la tête du Real. Vous savez, il y avait beaucoup de doutes qui entouraient l'arrivée de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur au Real Madrid. On se demandait s'il avait des épaules. C'est toujours la question on peut être un bon joueur, mais pas forcément un bon entraîneur. Dans le football, justement, tous les grands joueurs, tous ceux qui ont été des grands joueurs plutôt offensifs, ont rarement réussi sur un banc. Le seul qui a réussi, d'ailleurs, il nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'était Johan Cruyff, vous savez, le Hollandais volant. Voilà, il a vraiment révolutionné le jeu de l'Ajax et du FC Barcelone. On pense à Pelé, on pense à Maradona, on pense à Platini. Tous ceux-là ont échoué en tant qu'entraîneur. Donc, c'est une vraie réussite ce qu'est en train de faire Zinedine Zidane au Real Madrid. Sauf que des anciennes stars de 98, il y a eu quand même Didier Deschamps, il y a voilà, Laurent Blanc. Mais ce sont des joueurs défensifs. C'est pour ça que je vous le disais dans les joueurs offensifs. Peut-être 98, un bon cru, je ne sais pas. Bien sûr.
bien sûr. Mais quand on gagne en tant que joueur, c'est qu'on est plutôt bon dans la tête. Très bien, on va dire Voilà. ça. Alors, nous vivons ici quand même le remake de la finale de 2014 entre les deux clubs de la capitale espagnole. Quelles sont les chances aujourd'hui réellement des deux clubs? Alors, on a parlé tout à l'heure de comment ils sont arrivés tous les deux jusqu'ici. Mais bon, alors, avant de parler pronostic réellement, mais c'est quoi les points forts de chacun à la limite? Les points forts, je vous le dis, c'est côté Atlético, certainement une défense à toute épreuve. Vraiment une équipe, c'est une vraie équipe. Voilà, chaque joueur joue pour son partenaire. Ils font les déplacements ensemble. Côté Real Madrid, on va dire que c'est plus une équipe de stars. Vous savez, Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema qui va peut-être pas jouer parce qu'il est un petit peu blessé en ce moment. C'est une opposition de style et peut-être même une opposition de statut du club dans la ville. On sait que les Colchoneros de l'Atlético Madrid sont le club un peu populaire, la base populaire de Madrid, alors que évidemment le Real... On a une équipe people, quoi. Voilà, c'est un peu l'élite. C'est comme en Argentine, Boca, River Plate, on en reparlera peut-être une autre fois. Voilà, un club populaire et un club plutôt élitiste, dirons-nous, de manière caricaturale. Une lutte des classes, en fait. La lutte des classes sur un terrain de football, vous avez tout compris. Alors, un pronostic quand même? On se souvient du match incroyable qu'il y avait eu en 2014 avec une égalisation pour le Real Madrid dans les arrêts de jeu. Je pense une victoire du Real Madrid, peut-être 2-1. On va voir si ça se vérifie cette fois-ci. L'année dernière, je vous avais donné un pronostic pour Barcelone-Juventus, mais je m'étais trompé. Alors, cette année, ça marche. Là, vous le sentez quand même un peu mieux. Je le sens un peu mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie, encore une fois. Merci, Florent. Merci à vous, surtout, donc, n'oubliez pas de suivre ce grand match, ce derby le 28 mai. Et ça sera au Stadio San Siro de Milan, l'Atlético face au Real. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai eu le plaisir de vous retrouver. Je vous retrouve encore une fois la semaine prochaine à la même heure, toujours sur France 24. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Bon week-end.